J'ai entrevu le futur, je sais maintenant. Donc fini les excuses de merde, j'ai reconnu ma propre écriture sur le testament. Rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. Something you live, something you live, something you live, something you rap is something you do, hip hop is something you live. The more emotion I put into it, the harder I rock. Rap is something you do, hip hop is something you live. The only way to live if you really think about it. Bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation très élogieuse. Avec fierté, en tout cas, avec passion, je dirais surtout. Donc je suis content de venir vous rencontrer et puis de vous présenter mon travail aujourd'hui et celui de Bénédicte Rousset aussi, ma conjointe et collègue depuis maintenant une petite douzaine d'années de travail en tant que designer. Donc je vais m'installer tranquillement et puis on va regarder ensemble une sélection de travaux que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui. Donc une sélection de travaux, donc j'ai 45 minutes, donc on va pas balayer l'ensemble de l'activité Clume parce que je pense que là il faudrait qu'on prenne un petit week-end ensemble et puis voilà, qu'on discute de tout ça. Donc l'idée c'est de vous présenter quatre projets thématiques autour de notre travail. Et avant ça, donc je vais juste rebalayer un petit peu mon parcours et celui de Bénédicte, donc ma collègue. En fait, on a fait les Beaux-Arts pour être dans un rapport plastique. C'est-à-dire qu'on est avant tout plasticien, avant d'être designer. Et donc, notre rapport à la créativité est très ouvert et multidisciplinaire. Et on est très content que ça le soit resté. Même s'il y a eu des moments où on a pu spécialiser notre approche autour de la scénographie d'exposition notamment, ou du mobilier urbain. Toujours est-il que notre premier choix, à la sortie des Beaux-Arts de Rennes, en section design, ça a été de directement monter notre affaire et puis de développer des projets pour la commande publique principalement, et puis également aussi pour des galeries, pour pouvoir développer aussi un petit peu de travaux plus expérimentaux, des travaux de recherche fondamentale pour nous, qui ensuite nourrissent nos travaux plus appliqués, puisque aujourd'hui, je suis plus face à des designers qui sont concernés par l'art appliqué en tant que tel et peut-être moins par l'art plastique, quoique. Il faut savoir que, en fait, c'est important de pouvoir naviguer entre les deux, que la recherche fondamentale, c'est en tout cas nous ce qui nous nourrit de façon très concrète au quotidien. Et sans cette recherche-là, qui est donc écartée en fait de la commande ou de la contrainte du projet industrialisé et économiquement viable. En fait, sans cette recherche fondamentale, on ne parvient pas à être satisfait. Donc, c'est un petit message que je vous passe. N'hésitez pas aussi à laisser vos recherches personnelles se développer et qu'elles puissent sortir hors des champs même du design, puisque le but n'est pas de faire du design. Le but est de pouvoir exprimer des choses et de pouvoir les partager après. En tout cas, c'est comme ça qu'on vit notre pratique. Donc j'ai aussi pas mal travaillé avec des architectes, parce que c'est aussi un des métiers autour du design qui est important pour moi. Et donc là, je sors de 2 années de travail dans un bureau d'études d'architecture à Quimper, Brûle Architecte, qui a construit notamment le pavillon en face, pour pouvoir aussi passer un diplôme de collaborateur d'architecte, technicien d'études du bâtiment. Parce que, par exemple, en scénographie, c'est des choses qui sont importantes de savoir maîtriser techniquement certaines parties de projet. Donc, comme vous, je sors d'études. Voilà. En tout cas, je suis fraîchement diplômé. Vous le serez principalement prochainement, en tout cas. Et voilà. Donc, je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. C'est aussi ça, le deuxième message, avant de commencer à vous montrer quoi que ce soit. C'est que je pense que nos pratiques doivent s'actualiser. Et on le voit bien encore aujourd'hui. Voilà, le contexte actuel fait que je pense que la priorité, ça va être la recherche. Et la priorité, ça va être de savoir rester humble et de savoir rester apprenant. Voilà. Mon petit speech est terminé. Je vais pouvoir commencer. Donc, vous voyez une mosaïque là de travaux. On va commencer par un projet donc, qui a pris place à Rennes, qu'on a livré en 2017, qui s'appelle Clapeau, qui s'intitule Clapeau, et qui est issu en fait d'une commande publique de la ville de Rennes et de Rennes Métropole,
pour concevoir des mobiliers étonnants. Donc c'était la commande. Et donc on a répondu en fait nous sur l'ensemble des sites proposés. Donc c'était une commande publique, un marché public, et on a choisi de proposer un projet pour les différents sites. Donc il y avait 3 sites différents sur lesquels on pouvait intervenir en tant qu'artist designer. Et donc on a fourni des dessins dans la commande. Donc je vous montre des extraits de recherche autour de cette question du mobilier étonnant. Donc nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de créer des mobiliers qui puissent permettre le jeu. On trouve globalement que dans l'espace public, c'est un constat partagé avec d'autres collègues designers, que souvent les mobiliers expriment plutôt une notion de contrainte et une notion très ascétique du confort. C'est-à-dire une planche horizontale et puis on s'assoit, et si on pose un accoudoir entre les deux, ça empêche les personnes de venir dormir le soir quand elles n'ont pas d'abri. Bon, nous, notre postulat, c'est l'inverse, c'est de peut-être pouvoir créer des cabanes, peut-être pouvoir créer des toboggans, peut-être pouvoir créer des espaces de jeu improvisés pour les adultes comme pour les enfants. Voilà donc nos dessins qui étaient accompagnés de textes descriptifs. Et voilà le projet qui a été retenu. Il a été retenu comme tel. On ne s'est pas embêté à faire des images en 3D ultra léchées. On a envoyé un croquis avec des petites photos un peu marrantes. Ensuite, on a développé le projet. Donc, il y a eu un certain nombre d'éléments de contraintes qui sont additionnés à ce projet-là, puisque, bien sûr, on arrive assez naïvement avec une belle idée qui va ensuite passer dans l'entonnoir de la normalisation. Et donc, on a dû régler, ajuster certains écarts au niveau des formes, pour éviter certains pincements de doigts, pour éviter des chutes, pour éviter aussi que le mobilier nécessite la normalisation en tant qu'aire de jeu. Donc il y avait des hauteurs qu'il fallait respecter pour éviter les chutes, par exemple. Voilà, sur la partie toboggan, par exemple, vous voyez sur la partie bleu foncé, donc je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris, mais voilà, ici, l'idée, c'était de pouvoir s'en servir comme un toboggan, par exemple. Donc ce mobilier a été installé près de la Vilaine, et c'est pour ça, en fait, qu'il a cette forme-là. C'est-à-dire que nous, notre postulat en tant que designer, c'est toujours de trouver un clin d'œil formel à l'espace dans lequel va prendre place la création. Et donc ici, on a le cours d'eau qui passe à côté. On propose un élément de confort à posture d'assises multiples et à posture de jeu multiples, et dans un contexte très urbanisé. Voilà, donc vous voyez le contexte autour. Donc la Vilaine passe juste derrière le banc. Et vous remarquez sur le dessus du mobilier un élément rouge vif qui est en fait un petit luminaire solaire, qui est une balise qui s'allume à la tombée de la nuit et que les enfants et les adultes peuvent faire pivoter pour jouer au petit gardien de phare, puisque l'idée était bien de proposer des vagues sur lesquelles s'asseoir. Pour fabriquer ce mobilier, donc on a travaillé avec une entreprise, donc on voyait, je repasse sur cette image-là, donc de Tinténiac, puisqu'au moment où on était installé à Rennes. Et donc, en fait, cette entreprise, elle a développé à la fois l'industrialisation du projet, puis elle est venue l'installer sur site. Et l'idée, c'était donc une commande de la part de Rennes Métropole de mobilier qui soit éphémère. C'était une commande qui allait durer 6 mois. Donc, nous, en fait, on a tout de suite exprimé le refus de notre part de créer un mobilier qui allait servir 6 mois. On a dit, non, nous, en fait, le budget que vous allouez, on va faire un mobilier qui va durer 15 ans. Parce qu'on ne va pas faire un mobilier qui va être là installé 6 mois et qu'on va se récupérer. Des protos, on en a déjà assez dans notre réserve, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de récupérer celui-là. Ils nous ont dit, non, ça ne va pas être possible, vous récupérerez votre mobilier après parce que c'est une manifestation. Et on s'est dit, on va quand même réussir notre coup. On a fait fabriquer ce mobilier dont les supports sont effectivement temporaires. Donc c'est un système de sardines. On l'aperçoit un petit peu en fait au pied là ici. Hop, là, on le voit là. Donc c'est des éléments en fait enfoncés qui font 70 cm de profondeur et il y en a 12 par banc. Et donc ils sont pré-enfoncés et puis contiennent les éléments de fixation pour avoir quand même un dispositif qui soit pérenne et qui permette même à des personnes de grimper dessus sans qu'il y ait de risque. Bon, il se trouve qu'en fait, le mobilier, il a beaucoup plu aux gens et qu'actuellement, il est toujours installé à Rennes et que c'est vraiment quelque chose qui est même devenu un peu le symbole derrière le stade rennais. Quand on se balade autour de la Vilaine, en fait, on vient s'installer sur ces vagues bleues.
Donc on était très content en fait d'avoir convaincu la ville de Rennes d'acheter le mobilier et de pérenniser cette approche-là. Et en fait, du coup, ça a aussi essaimé, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments de mobilier qui ont été conservés par la ville. Donc là, l'idée, en fait, c'était de pouvoir vous montrer ce projet-là en disant qu'on peut faire du design tout en proposant des solutions qui puissent être durables. Pour nous, le terme durable, il faut qu'on soit précis sur cette approche, c'est-à-dire que le durable, c'est ce qui dure. C'est pas ce qui va être totalement écologique en termes de matérialité et de matériologie. Donc c'est un banc en aluminium thermolaqué, on est clair là-dessus. Le geste n'est pas un choix de matériaux écologiques, mais le geste est bien de créer un mobilier qui va être très très solide. Et sa durabilité va exprimer en fait une certaine forme d'écologie. Je passe à autre chose, mais on est toujours dans le domaine du mobilier urbain. Donc là, c'est un projet qui s'intitule Les Auges. Et la particularité de ce projet, c'est que c'est un projet participatif en conception et en réalisation d'un mobilier urbain. Donc c'est une commande de la part des Champs Libres, bibliothèque et musée basé à Rennes, et de la ville de Rennes, autour de l'exposition des frères Bouroulec qui avait eu lieu du coup aux Champs Libres. Et donc, on a été en fait sollicité en tant qu'intervenant pour travailler avec des habitants des différents quartiers autour de la ville de Rennes et en fait de les initier à notre discipline de création de projets au service de commandes et de contraintes commandées. Et donc, on a proposé un système d'atelier en 2 temps. Un premier temps où on permettait aux différents participants déjà de nous rencontrer très simplement autour de notre profession. On leur a présenté quelques projets comme je le fais actuellement auprès de vous. Et puis ensuite, on a directement entamé le travail de conception en leur posant des contraintes. La première contrainte était par thème de dire sur des papiers de couleur, on va mettre des éléments constitutifs du vocabulaire global, très global et général du mobilier urbain. Par exemple, en rouge, on voit lampadaire, la chaise, la poubelle, l'abribus, voilà. Ensuite, les usages en bleu. Donc là, éclairer, s'asseoir, s'abriter, s'informer, s'orienter, etc. Et ensuite, on leur a proposé une thématique très contraignante qui était d'aborder la notion de végétal en ville. Donc, comment amener du végétal en dehors même de l'ornementation, mais bien dans un souci en fait d'amener du vivant et de nous compléter dans la ville, c'est-à-dire nous sommes êtres vivants et comment on complète notre présence en ville par autre chose que du minéral, puisque c'est bien des questions actuelles de déminéraliser également les centres-villes. Donc là, on dépollue, on oxygène, on décompresse, on se nourrit, on peut recouvrir, on peut se cultiver, on peut humaniser. Voilà, c'était les différents verbes qui sont apparus autour de la notion de végétal. Ça nous a d'ailleurs fait rire et enchanté de voir que ce qui se connectait au végétal, c'était le verbe. C'est donc bien qu'on parle d'humanité, en tout cas qu'on parle de vie ou de vivre. Bon, il se trouve que les différents participants sont fortement emparés du projet. Donc on a travaillé en fait sous forme de dessin et de propositions de maquettes. Donc ils ont fait un mini concours de design entre eux et une présentation ensuite voilà, entre nous et les différents participants. Et donc il y a plein de projets qui ont été proposés sur des aménagements d'espaces intimisants, sur des aménagements d'espaces qui permettent la représentation scénique, qui permettent également l'échange social. Et donc ce premier travail-là, qui s'est passé sur une semaine entière au CERF de la ville de Rennes, nous a permis aussi de découvrir un certain nombre de végétaux avec les services de la ville, de pouvoir aussi se projeter sur les différents usages. C'est-à-dire qu'on allait aussi très concrètement regarder quel type de plantes on peut intégrer sur un mobilier qui va pouvoir rester autonome sans entretien, par exemple, mais qui aura également des propriétés dépolluantes, etc. Bon, ça c'est cette première étape-là qui s'est passée sur une semaine. On a laissé passer 3 semaines et on est revenu les voir sur un second temps, sur une semaine également, où on leur a présenté un projet. En fait, on a fait exactement le même exercice qu'eux. On est rentré à Quimper, on s'est donné une journée pour faire un débriefing avec les petits post-it et tout le bazar. Et on s'est dit, on va faire comme si on était étudiant, on va proposer un truc un peu drôle et peut-être même naïf. Et puis on va voir si on arrive jusqu'au bout et est-ce qu'on arrive à avoir un mobilier urbain faisable, reproductible et peut-être même installable dans l'espace urbain.
Bon, nous, pour parler du végétal en ville, on s'est dit comment on va faire pour trouver un peu d'économie de moyens en utilisant un objet issu de l'industrie qui soit préexistant et qu'on puisse en faire une sorte de ready-made. Et ça faisait un certain temps qu'on trouvait les auges bovines très belles dans les champs, au milieu des champs. Souvent, on voit un truc jaune, un peu rouillé, ou alors un truc vert ou un truc bleu, et puis un peu abandonné au milieu de rien, au milieu des râteliers, ou voilà, au beau milieu d'une prairie. Et on s'est dit, en fait, nous, on va se servir de ça. On va se servir de ces auges, et en fait, on va prendre l'auge comme support de culture. Donc ça va être la base du banc qui va permettre d'intégrer des bacs en inox de culture pour les substrats et d'intégrer ensuite différentes plantes. Nos réflexions étaient menées jusqu'à aussi aller à la rencontre des horticulteurs, d'amis herboristes, pour pouvoir aussi développer avec eux le projet. Donc il y a des mobiliers qui ont été dessinés, et puis là par exemple vous voyez une partie de la recherche, et ensuite on a été jusqu'à développer réellement les plans, les 3D de ces objets-là à l'atelier, pour pouvoir en faire la présentation auprès des participants de l'atelier. Donc l'idée c'était de pouvoir proposer des éléments faciles à fabriquer, économes en matière, et qui nous permettent d'animer cet atelier et de fabriquer avec eux en fait ces mobiliers. Voilà, donc je vous montre les images. Et ensuite, on a été accueillis à Rennes par l'association Au bout du plongeoir, dans un atelier un atelier partagé en fait, qui nous a permis de leur présenter à la fois le projet de design, de recueillir leurs retours et de corriger les plans avec eux s'il y avait des remarques. L'idée, c'était vraiment de co-designer. Donc, ils ont apprécié le projet. Ils ont beaucoup ri sur cette idée d'amener une auge en disant « Mais on n'est pas des bœufs, pourquoi vous amenez ça en ville? Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Et en fait, on a dit « Ben oui, mais en fait, on fait partie du vivant global. » Donc, en fait, c'est une petite blague, c'est presque un clin d'œil aussi à nos modes, par exemple, de production agroalimentaire. Comment on va pouvoir relocaliser peut-être la production alimentaire autonome en ville? Comment on va pouvoir mettre des jardins entre les mains des habitants sans forcément qu'ils aient accès à un jardin partagé ou collectif, peut-être via des mobiliers qui vont proposer des éléments, des supports de culture permettant par exemple de cultiver des fruits, des petits fruits, des aromatiques, peut-être des mesclins, des petites salades, des choses comme ça. Voilà, je précise au passage que j'ai aussi travaillé 2 années en maraîchage biologique et que c'est aussi quelque chose qui a nourri toutes ces recherches ultérieurement. On a fabriqué ces mobiliers avec eux donc c'est des gens qui avaient tous peur de prendre un outil, qui avaient tous peur de faire une erreur et qui avaient vraiment, vraiment besoin en fait, de notre mise en confiance. Et c'est drôle parce que pendant toute la semaine, on s'est rendu compte que chaque jour, en fait, l'autonomie se gagnait de plus en plus. Et les personnes qui tremblaient au départ, en fait, c'est devenu carrément les chefs d'atelier. Donc ça, c'est toujours assez drôle à voir. Et puis alors, au moment de la réalisation, il y avait quelque chose d'assez humble. Mais à la fin, clairement, c'était eux autant les auteurs que nous de ce projet. Et donc, je suis très content en fait, d'avoir mené ce travail-là parce que ça m'a permis de prendre une posture de créatif, mais au service du développement personnel de personnes inconnues, avec qui on est devenus amis pour certains et certaines. Donc là, je vous montre les différents principes. Donc c'est en fait des couvercles en bois de Douglas local. C'est de la latte en fait, de terrasse fabriquée localement par la scierie de Cornouailles. Et donc l'idée, c'est de créer simplement des systèmes de couvercles qui viennent valider le banc en lui-même. Donc il y a des mobiliers avec des aromatiques, des mobiliers avec des aromatiques flottantes, donc qui sont montés sur flotteurs en liège, et puis une treille de culture pour des plantes odorantes. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir avoir un élément totalement démontable et transportable facilement. Alors ce mobilier, 5 ans après, en fait, il a été remarqué par la mairie de Quimperlé, l'équipe de Michael Carnez, qui est actuellement le maire de la mairie de Quimperlé. Et je les remercie beaucoup de nous avoir fait cette commande d'un mobilier de la série des Auges, qui est donc actuellement installé à Quimperlé, sur la place Arthur Courtier, et donc qui permet aux habitants en fait, de profiter d'un espace de pause, de lecture et de partage autour de ce banc végétalisé. Donc là, on venait de l'installer, donc forcément, le végétal n'a pas encore pris beaucoup de place. Il y a un jasmin et puis une clématite, mais voilà.
pour cette partie mobilier urbain en design participatif. Alors là, je vais passer sur une autre partie de notre travail qui a pris beaucoup de temps ces dernières années, c'est la scénographie, et plus particulièrement la scénographie d'exposition. Donc Design Escale Bretonne, c'est un événement, peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller voir cette exposition. Donc c'est une exposition temporaire qui a eu lieu, qui a été organisée par la ville de Quimperlé et l'école régionale européenne des beaux-arts de Bretagne. Et donc j'ai été sollicité en fait par cette équipe municipale et pédagogique pour réaliser à la fois la scénographie de l'exposition, son graphisme et son commissariat. Alors ça m'a fait un peu rire au début parce que je me suis dit mais comment je vais pouvoir faire les trois à la fois. Souvent en fait c'est plutôt le métier d'une personne par poste, hein, on va dire, et puis le commissaire de l'expo est rarement le scénographe. Bon, je me suis pris au jeu, ça a été assez intéressant finalement d'appeler plein d'amis et puis aussi plein de gens que je rêvais de rencontrer pour pouvoir créer cette exposition, puisque l'idée était donc de créer une exposition collective autour du design en Bretagne. Donc les escales bretonnes, donc c'est un titre que j'avais proposé qui permet en fait de proposer une visite à un touriste dans le design, c'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît strictement rien, et de pouvoir avoir un panorama des activités de design et de conception parfois un petit peu plus élargi qu'autour du design, et de rassembler en fait un collectif de designers et d'artistes plasticiens soit issus du territoire, soit issus du territoire mais travaillant à l'international ou autre. Donc il y a par exemple Renan et Erwan Brouilec qui ont prêté leurs pièces, il y a Florence Delac qui est venue, qui a exposé également des pièces. Enfin voilà, il y a un certain nombre de designers connus et reconnus qui sont intervenus dans ce projet et qui ont vraiment aussi participé, pas seulement prêté des objets, mais se sont réellement aussi investis dans la conception jusqu'à venir au vernissage, quoi. Quand je dis dans la conception, c'est bien dans le fil muséographique. Donc, quelques prises de vue de l'exposition. Il y avait 2 sites différents à Quimperlé, la Chapelle des Ursulines, donc un très grand site patrimonial, et puis la Maison des Archers, qui est un plus petit site qui est situé en ville basse, puisque la Chapelle des Ursulines est elle en ville haute. Et donc 2 sites. Ce premier site, l'idée était de proposer une scénographie sous la forme d'île, puisque c'est une référence au pays quimperlois, les rias de Quimperlé, ce territoire de terre investi par la mer. En fait, l'idée était donc de proposer différentes thématiques, la maritimité, le design industriel, le design et l'artisanat, le design social et puis l'éco-design, en proposant une île par thème. Et donc de proposer à ces touristes du design et de l'art de pouvoir naviguer d'une île à l'autre et de pouvoir y revenir avec à chaque fois un élément marque-page dans la signalétique, on le voit au fond là ici. Hop, je peux peinturer ici. Donc l'idée c'était de pouvoir avoir une scénographie aussi avec un graphisme sous forme de marque-page qui viennent en fait juste donner quelques précisions très générales et avec des exemples très concrets de ce qu'est le design, en tout cas d'une définition tentée. Donc voilà, l'idée était de pouvoir aussi intervenir assez sobrement par rapport à ce site pour pouvoir le mettre en valeur. Donc on voit par exemple les algues des frères Brouilec. Donc je les remercie encore parce qu'ils ont prêté personnellement leurs pièces de leur collection locale. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez émouvant aussi de sortir des caisses des projets qui n'ont quasiment jamais été montrés, en tout cas pas ceux-là. Et puis donc vous apercevez aussi la mise en contraste avec des éléments de design très contemporains et puis le patrimoine récemment restauré. Et je trouvais qu'il y avait un dialogue assez sensible entre ces différents éléments. De poser des cerfs-volants sous un ciel plein, voilà, ça nous faisait beaucoup de plaisir. Voilà, donc différentes façons de montrer les choses. Donc, en fait, la particularité de ce projet, c'était d'utiliser des éléments en contreplaqué de peuplier, fournis localement. Toute la structure et tous les éléments ont été fabriqués par les services techniques de la ville de Quimperlé. Je ne voulais pas de sous-traitance, je voulais que les éléments soient intégrés au maximum pour économiser un maximum les coûts. Et surtout, au cours du projet, il y a une demande d'une ville qui s'est en fait greffée au projet. La ville de Landerneau en fait a pris connaissance du projet et a tout de suite accroché sur le projet, et donc a souhaité qu'il y ait une suite l'hiver suivant.
Donc, l'idée, c'était aussi de pouvoir développer une exposition qu'on allait pouvoir démonter complètement et dont on allait récupérer la matière, mais totalement, pour refaire une exposition à côté. Les différents mobiliers exposés, du coup, sont des prêts personnels des designers. Il y a eu un partenariat avec le Centre Pompidou, par exemple, pour le prêt du pouf jean que vous voyez ici, du grand designer Olivier Mourgue, qui nous a fait l'honneur de sa présence aussi au vernissage de l'exposition. Donc c'est la collection qu'on a vue dans le fameux film 2001 Odyssée de l'espace, dans la scène du bar lounge, voilà. Et donc l'idée en fait c'est que l'ensemble des mobiliers ont été à la fois réutilisés soit en mairie à Quimperlé, parce qu'il y a certaines tables qui ont été réutilisées pour les salles de réunion, des choses qui n'ont rien à voir avec l'exposition, et d'autres en fait qui ont été mises en œuvre à Landerneau. J'ai aussi conçu le mobilier pour l'accueil et pour la lecture et la consultation des différents éléments autour de l'exposition. Par exemple, réhabiliter une vieille banque en la transformant avec peu de moyens pour qu'elle devienne une petite banque d'accueil sympathique. Ici, on fait un saut rapide à la Maison des Archers, qui était dédié en fait à la recherche et à la démarche de création des designers. Donc là, c'était un choix aussi que j'ai fait conjointement avec l'équipe de conception du projet. C'était de se dire, on ne va pas montrer que les objets finis, on va bien montrer la démarche, parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Et donc les designers nous ont gentiment confié des extraits de recherche pour qu'on puisse les intégrer à des vitrines. Donc ces vitrines, c'est des vitrines que j'ai été chercher dans les réserves des mobiliers d'anciennes expositions de la ville pour pouvoir les revaloriser. On les a redesignés, puis voilà, elles étaient très bien là. Et donc on a mis en scène en fait les différentes recherches des designers dont les projets étaient montrés finis à la Chapelle des Ursulines et dont on montrait ici des parties de recherche originales. Donc là on voit le portrait de Philippe Danet par exemple, un ami designer lumière et scénographe, ou Gillian Grave aussi, un autre collègue de formation et ami qui est actuellement basé à Paris dans le Big Bang Project. Un saut rapide un petit peu plus loin à Landerneau, donc à la Galerie de Rohan, pour vous montrer la suite en fait de l'exposition. Donc là, l'exposition était toujours autour d'un panorama des designers bretons, mais autour d'une notion de lumière, puisqu'on était dans la période de Noël et des fêtes de fin d'année. Et donc l'idée était de pouvoir compléter en fait les mises en lumière de la ville par une exposition d'objets de design. Donc toujours la même chose, le même rôle. J'étais commissaire, donc je me suis chargé de la sélection des œuvres et puis de la partie aussi, tous les partenariats qu'il y avait à faire avec les différents éditeurs ou les différents designers, et puis la scénographie. Donc on remarque ici par exemple qu'on retrouve des supports en bois clair, c'est le peuplier qu'on a récupéré de l'exposition passée, mais qu'on a utilisé en fait ici, qu'on a mis en œuvre de façon verticale, en créant en fait des éléments toujours paysagers, mais là c'était l'idée de faire une référence au paysage plus typique de Landerneau, donc c'est un paysage très vallonné, et donc voilà, c'était l'idée de pouvoir aussi faire un petit hommage à ce paysage creusé par les Lornes, et donc ça nous a fait plaisir de réutiliser un maximum de matière pour faire ces éléments qui intégraient aussi un petit peu de technique et puis tous les cartels. Donc là, l'idée, c'était toujours de proposer une promenade dans un panorama de mobilier et de luminaires créés par des designers qui ont tous attrait, un lien de près ou de loin avec notre territoire. Voilà, je les passe rapidement. On voit ici les créations des frères Boroulec, qui sont posées ici. Par exemple, l'idée, c'était aussi de valoriser la mise en lumière naturelle, puisque Ronan et Rohan Boroulec travaillent aussi beaucoup autour d'objets qu'on va pouvoir poser près d'une fenêtre et qui vont en fait sublimer la lumière naturelle. Différents éléments, des abat-jours en craie compressée, des éléments luminaires en céramique ou en verre. Voilà. Je tiens à préciser que si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà dans votre collection, je ferai don, j'ai ramené un catalogue de l'exposition pour que ça puisse intégrer votre bibliothèque. C'est un petit cadeau. Il est là. Donc, c'est vrai. Voilà. Et puis, alors, est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps? Je pense que oui. Donc je vais terminer par un projet qui s'intitule Mémoire vive et qui est toujours une exposition. C'est une exposition participative de contenu sonore
qui est donc également une scénographie d'exposition qui a été issue d'une commande publique, toujours dans des commandes publiques pour la collectivité, puisque notre but, en fait, c'est aussi de démocratiser le design et de permettre son accès sans forcément forcer le passage dans une galerie. Et donc peut-être dans l'espace public, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple pour le montrer à tout le monde. Donc là, l'idée, c'est donc de proposer une exposition dans le cadre d'un marché public en réponse à une commande de pouvoir intégrer un ensemble d'éléments sonores. Donc il y a plus de 700 capsules sonores de témoignages de personnes autour du château de Trévarez, puisque c'est bien là que se situe cette exposition. Donc on a fait déjà plusieurs expositions pour le château de Trévarez, mais des expositions à titre patrimonial, des expositions d'interprétation du patrimoine et de mise en valeur du patrimoine. Là, c'était une exposition plutôt à titre participatif et d'interprétation, mais très socialisée. C'est-à-dire que c'est la vie un petit peu cachée, un petit peu secrète autour du château de Trévarez, et notamment de toute l'époque où le château était fermé au public. Après la guerre, en fait, il y a eu toute une période où le château est tombé en ruine. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont en fait transmis leur témoignage à l'équipe qui est actuellement mandataire des expositions là-bas, donc Chemin du patrimoine en Finistère, qui nous a commandé cette exposition. Et donc l'équipe de développement muséo et des projets d'exposition a recueilli plus de 700 capsules sonores de témoignages, et nous, en fait, il fallait qu'on intègre tout ça dans des mobiliers, dans un projet d'exposition. Et en fait, notre idée, ça a été de se dire, bon, l'espace est tout petit, c'était un espace vraiment restreint, on avait 45 mètres carrés, et l'espace était un peu abandonné depuis 30 ans, donc on avait les murs à nu, avec pas mal de champignons, toute une partie rénovation à créer, toute une partie aussi occultation des circulations pour les personnels. Donc la partie architecturale, on l'a gérée aussi. Et puis ensuite la partie scénographie. Alors la particularité de ce projet, c'est qu'en fait on a souhaité utiliser uniquement des éléments issus de ressourceries, ou de carrément la récupération directe, soit en déchetterie, soit par le bouche à oreille, en disant là j'ai une table, tu peux la récupérer. Puisque l'idée était de parler de mémoire, de la mémorisation des souvenirs de ces personnes autour du château de Trévarez. Nous on s'est dit, le mobilier d'exposition, il ne faut surtout pas qu'on fasse quelque chose d'impersonnel et de tout beau, tout propre, en bois clair, comme ce que je vous ai montré avant, mais bien de prendre des mobiliers déjà existants, un peu fragilisés, un petit peu abîmés, des mobiliers qui ont vécu, et dans lesquels on va pouvoir intégrer en fait des parties en bois clair qui seront des indices de recherche pour les différents visiteurs. Et donc l'idée était d'intégrer à la fois de la photo, à la fois du témoignage audio, dans différents supports. Par exemple, il fallait fouiller dans le vaisselier pour trouver des torchons sur lesquels on a fait broder des témoignages. Dans les bocaux, vous voyez des photos qui nous ont été transmises par les habitants. On a créé une carte en fait, dans laquelle on branche directement des casques et on a un témoignage qui parle du site dans lequel se passe le souvenir. Donc une carte du domaine et puis un peu plus large. Et puis donc vous voyez un peu ces mobiliers donc, qui sont en fait posés très simplement et sur lesquels parfois on va trouver un téléphone ou on va tirer sur l'interrupteur d'une lampe et puis on va dévoiler des photographies par exemple. Et donc par exemple pour l'anecdote on avait un téléphone, donc on a récupéré aussi toutes les parties audio étaient diffusées uniquement par alors pour la partie technique pure on était sur du Arduino, sur des lecteurs MP3 classiques destinés à l'exposition, mais par contre pour tous les supports de diffusion on était sur du téléphone non modifié, c'est-à-dire qu'on a réutilisé des vieux téléphones qu'on a récupérés. Dans ce téléphone, il y a plus de 500 témoignages et histoires un peu drôles qu'on peut écouter en composant le numéro et puis un répertoire à côté qui correspond au numéro sur lesquels on va appuyer pour avoir le témoignage. On peut fouiller dans une malle, on peut fouiller dans des cartes de jeu, on peut regarder dans des jumelles images 3D qu'on a rebricolées en mettant des petites diapos des personnes que les personnes nous avaient transmises. Donc on voit la lampe aussi qui, quand elle est éteinte, n'est juste qu'une lampe, et puis quand on l'allume, en fait, on s'en sert vraiment comme un support de démonstration et d'exposition. Donc l'idée, c'était comment, en tant que designer, en fait, on s'approprie des éléments préexistants, toujours,
Et en fait, on les augmente d'une mémoire sensible, voilà, et de façon assez humble. Alors, je vais terminer sur cette image. En fait, là, c'est un vestiaire qu'on a posé dans l'espace, et puis l'idée, c'était de proposer aux gens d'aller fouiller dans les poches pour écouter des témoignages de 2 personnes en fait, qui avaient l'habitude de venir se promener dans le parc et qui souvent se sont fait chasser par des sangliers parce que, effectivement, c'était les rois dans ce parc-là, les sangliers à ce moment-là. Et donc, ça nous a fait rire de se dire, en tant que designer, on a tendance des fois à vouloir utiliser des éléments très novateurs, très in, très épurés, pour faire chic un petit peu. Et en fait, je crois que j'ai jamais vu un aussi joli petit écouteur, un peu humble, un peu mignon et fragile que l'écouteur du téléphone de ma mamie. En fait, je pense qu'il va falloir qu'on rétro-innove. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'inspire de ce qui existe déjà sans dire qu'on l'a inventé. Parce que je pense pas que j'invente beaucoup de choses. C'est un peu le message sur lequel je souhaite terminer. C'est très positif pour moi, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que je pense qu'il faut qu'on fragilise nos designs et il faut qu'on les rende humains. Voilà. Alors, on m'a dit qu'il y avait peut-être un temps d'échange après la présentation, donc je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être je passe le micro. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions, ce sera avec plaisir. D'accord. Je pense qu'il y a un petit problème Allô ? de micro. Ça marche ? Ah oui. Oui, c'était pour savoir, du coup, c'était quand qu'elle a été exposée, l'exposition à Trévarez ? Alors, en fait, Mémoire vive, c'est une expo permanente. Donc, je pense qu'elle est toujours accessible. En fait, elle est ouverte à la saison. Donc, normalement, ça doit être plutôt à partir du printemps. D'accord, merci. Voilà, elle a été ouverte donc en 2017. Ok. Ah oui, quand même. Ça fait un bout de temps. Et quand est-ce qu'elle va se terminer ? Puisque... Alors, c'est toujours d'actualité. En fait, l'exposition est toujours c'est une exposition permanente. Oui, oui. Question par là-bas. Avez-vous fait des modèles 3D pour tous vos projets ? Alors oui, en fait, je fais le choix quand je fais des présentations de montrer peu en fait ces éléments-là, parce que les images 3D en général, c'est pas des choses qui me passionnent. Mais je me débrouille effectivement très bien en 3D. J'ai appris la 3D sur le tas, puisqu'on l'apprend pas, enfin en tout cas à l'époque, on les apprenait pas encore aux Beaux-Arts. Mais bien sûr, ça fait partie intégrante des projets en fait. On la voit, par exemple, on le voit un petit peu plus haut dans le fil. Voilà. Mais oui, on utilise 3D, AutoCAD, Archicad, tous ces logiciels-là, en fait, c'est quotidien, bien sûr. Tous ces éléments revalorisés et exposés, est-ce que par la suite vous les revalorisez encore une fois, vous les réutilisez, ou alors ils sont juste dans votre garage ou atelier ? Alors, en fait, pour être très clair, tout ce qui est existant de notre création, c'est des prototypes qui existent dans l'espace urbain ou l'espace collectif. C'est-à-dire que la culture du design voudrait, mais ce n'est pas la réalité, qu'on développe des prototypes avant d'en faire des éléments, des pièces définitives qui vont prendre place dans l'espace commandé. Mais c'est juste qu'en fait, il n'y a pas les budgets pour ça. Et le prototypage d'un objet, en fait, c'est primordial, mais la plupart du temps, en fait, on n'a pas l'occasion de récupérer nos prototypes parce que dans le budget, en fait, c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'on fait l'objet et puis il existe et en fait, il a fallu le développer d'abord, donc on fait des maquettes, quoi.
On a quelques éléments de prototype à la maison, mais ça va être plutôt sur de l'objet. Dès qu'on arrive dans la sphère du mobilier, on est sur des coûts qui sont élevés. Quand on a des exigences de durabilité sur 10 ou 20 ans pour un banc, on n'a pas le budget de se payer 3 000 € de prototypage. Donc en fait, on intègre à nos budgets, à nos enveloppes en conception, un pré-prototypage chez nous qu'on fait soit avec un ami métallier ou en suivant les disciplines abordées, on va se rapprocher des gens pour valider nos plans. C'est-à-dire qu'il faut valider l'ergonomie sur un banc, par exemple. On ne peut pas se permettre de dire il est joli, je le fais, quoi. Parce que sinon on va s'asseoir dessus, on va se dire celui-là il est bon que pour ma grand-mère avec son dos cassé, quoi. En fait, je pense qu'il y a vraiment une notion à travailler avec la commande du prototypage. Juste une petite parenthèse rapide, pour avoir travaillé en architecture du coup aussi beaucoup, en fait je me rends compte que les architectes ils nous font des prototypes en direct et qu'on prototype jamais un bâtiment. En fait finalement le bâtiment c'est le prototype et du coup souvent on entend des critiques ou des choses comme ça autour du projet, mais c'est vrai qu'il faut réaliser quand même l'ampleur du travail mené à la fois en design ou en architecture et que effectivement c'est pas toujours évident de sortir un design parfait. Et c'est pour ça que je parlais de fragilité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on assume cette partie-là du design comme quelque chose qui est purement humain et donc forcément comportera une erreur. Voilà. Quel a été votre parcours après les Beaux-Arts? Est-ce que ça a été compliqué de trouver un métier? En fait, après les Beaux-Arts, il y a eu une année un petit peu complexe où il a fallu apprendre ce que c'était que la commande publique, parce que nous, on ne voulait pas du tout créer de canapés ou de trucs comme ça, faire des chaises et tout. On s'est dit, on a trop dans les déchetteries, du coup, il faut qu'on fasse le design autrement. Et donc, on a d'abord fait une année d'expérimentation. On a déposé notre première facture de mobilier, donc c'était pour le manoir de Carnot au moment, donc près de Quimperlé. Ça devait être 3 mois après la sortie des Beaux-Arts. Donc il y a eu l'été qui est passé, on a vu un marché public passer, on s'est dit allez on le tente. On a sollicité une amie à nous, designer graphique, Vefa Lucas d'ailleurs, qui a été enseignante au Paraclet, pour travailler avec elle, parce qu'il faut pas oublier que en fait, ceux qui ont de l'expérience, c'est ceux qui peuvent vous aider à commencer dans un métier, et commencer totalement seul, c'est très bien. Si on a plein de talents, on y arrivera tout de suite. Et si on a plein de talents, mais qu'on a encore un peu besoin d'être accompagné, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas hésiter à faire, de pouvoir dire est-ce que ça te dirait de collaborer sur tel projet. Voilà. Moi, c'est comme ça que ça a commencé, en tout cas. C'est-à-dire que c'est par des souhaits de collaborer avec des personnes qui avaient un petit peu plus d'expérience. Et ensuite, ça s'est fait tout seul. Ça n'a pas été toujours facile, mais par contre, ça a toujours été très passionnant. Et on a tout fait en même temps, les projets de design, la musique, les enfants. Enfin, l'idée, c'est de mettre la vie dans le fil du travail, mais je me suis pas dit je vais aller travailler en agence. C'était un souhait personnel. Donc après, ça dépend vraiment de chacun. C'est-à-dire que si on veut d'abord aller travailler, se faire la main en agence, il faut aller à la pêche au job, voilà, sans que ce soit forcément des stages non rémunérés. Et puis sinon, en fait, il faut faire beaucoup de stages pendant les études. En fait, c'est là, en fait, pour moi que c'est là, en fait, qu'il y a quelque chose qui se joue et qui aidera beaucoup après à trouver du travail. Est-ce que c'est un choix personnel de travailler au niveau régional? Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai déjà, parce que déjà le niveau régional, en fait, il est déjà balèze. C'est-à-dire que quand concrètement on doit aller à un rendez-vous le matin à Rennes et puis quand on revient, après on a un rendez-vous l'après-midi à Landerneau par exemple, en fait on se dit mais c'est ridicule. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je suis un peu extrémiste là-dessus, mais en fait je pense qu'on devrait pouvoir travailler à 50 km à la ronde. C'est la structure de notre économie qui fait qu'on doit aller plus loin. Et donc le souhait il est induit dès le départ de dire en fait on ne va pas aller travailler à Marseille, parce qu'à Marseille, il y en a plein des designers qui sont hyper talentueux. Et donc, l'idée, c'est de se dire, il y a un bassin local. Après, c'est pas une critique, parce qu'il y a plein de gens qui ont fait le tour du monde avec leur design, c'est pas le problème. C'est plus que le choix de pouvoir travailler dans la sphère de la commande publique faisait qu'on n'allait pas effectivement aller travailler pour la ville de Marseille, parce qu'il n'y avait pas de logique éthique particulière.
autre que d'aller faire un travail de design pour se montrer quelque part et gagner sa vie avec. On avait besoin que ça prenne sens, effectivement, par rapport au territoire. Ouais. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de chauvin ou autre, c'est juste que voilà, c'est aussi que c'est une source d'inspiration et puis que ça permet de circonscrire l'approche et de faire à sa hauteur. En une année, vous faites combien de design? Alors si je compte toutes les petites choses que je mets dans mes carnets, je pense qu'il y en a trop. Et heureusement, en fait, je ne les fais pas. Et donc, par an, en fait, ça va dépendre. Il y a des années où il y a eu 2 projets parce qu'ils étaient très gros ou un seul. Puis il y a eu des années où il y en avait une dizaine à peu près, quoi. Mais maximum, puisque si on les étale sur une année, ben, en fait, ça veut dire un projet par mois, quasiment quand il y en a 10. Donc dans ce cas-là, il faut que ce soit des petits projets si on ne veut pas travailler au lance-pierre. Enfin, en tout cas, ça demande du soin, quoi. L'idée, c'est pas de faire de la déco ou autre, c'est de s'investir pour le design, pour améliorer quelque chose quelque part. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir prendre le temps de bien faire les choses, ouais. D'où vous vient l'inspiration de créer des projets aussi esthétiques ou jolis, comme par exemple Clapeau ou Les Auges? Il y a le quotidien qui vous a inspiré, c'est... En fait, ça vient de choses complètement imprévisibles. Et donc, je ne pourrais même pas dire, ça vient de ça. Par contre, ce que je pourrais dire, c'est que ça vient souvent de trucs complètement imprévus. Par exemple, Clapeau, l'idée, c'était de pouvoir... c'est comme si, on jouait avec... Vous voyez un peu les gamins, quand ils jouent avec une couette, par exemple, quand on secoue une couette, ça fait ça, comme ça, là. Et ben, l'idée, c'était d'arrêter le mouvement. Et donc, on a pris des photos de notre gamine en train de faire ça. Et il y avait quelques photos qui étaient drôles, ça faisait des vagues. Et on s'est dit, tiens, ça nous rappelle une scénographie d'Ariane Mouchkine sur un spectacle magnifique qu'on avait vu, où il y avait une mer qui était faite comme ça, avec un très, très grand drap. Et on s'est dit, en fait, nous, on a envie de figer ces mouvements-là dans des positions particulières qui vont permettre à des gens de s'asseoir. Et donc, en fait, c'est presque un regard d'enfant, quoi. Voilà. Et ce sera la dernière question. Merci beaucoup. Merci à vous.